Notre histoire nous conduit à Cérès, ville située en Argentine. Ce soir, c'est dans l'horreur qu'on va se plonger, et dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors sans plus attendre, accrochez-vous et commençons. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une annonce très importante. Faut savoir que le Petit Mogo est disponible en podcast. Je suis partout, Apple Podcast, Deezer, Spotify, donc n'hésite pas à venir et donner de la force. Tu vois, le matin, avant de partir au taf, tu peux écouter Mogo en mode podcast. Vous avez le lien en description et en commentaire, je vous attends très nombreux la famille. Là-bas, vous aurez du contenu exclusif en mode thread d'horreur et des affaires criminelles. Donc je vous attends tous très nombreux. Maintenant, sans plus attendre, on commence notre histoire. María Fernanda Chico est née le 14 avril 1997 à Cérès. Elle est la fille de Silvia Linardos et de Javier Chico. María est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Javier, quant à lui, est chauffeur routier, tandis que Silvia travaille dans un organisme chargé des enregistrements d'immatriculation de voitures. Ici, on connaît peu de choses de son enfance et de son adolescence. La jeune fille est une personne solaire et souriante. Elle attire assez facilement la sympathie. C'est le genre de personne avec qui t'as envie de devenir ami, tout simplement. Son entourage la décrit également comme joyeuse et charismatique. Elle n'a pas peur de se lier à de nouvelles personnes qui lui rendent bien. María a aussi une passion pour le sport, en particulier le patinage artistique. Elle a beaucoup d'énergie qu'elle dépense dans la pratique d'activités diverses. Si María a plusieurs amis et qu'elle est très sociable, c'est auprès d'Alina Martoglio qu'elle a une place de choix. Les deux amies se connaissent depuis l'enfance et elles se considèrent comme deux sœurs. Elles font d'ailleurs tout ensemble, elles sont inséparables. María et Alina sont scolarisées dans la même école, pratiquant le scoutisme. Elles aiment se mettre en scène dans des spectacles qu'elles vont créer. María est une jeune fille qui a l'ambition. Elle rêve de poursuivre ses études au-delà du lycée. Dès l'obtention de son diplôme d'études secondaires, la jeune fille s'installe à Cordoba. Elle s'inscrit dans la filière de cinéma de l'université Siglo XXI. Ici, c'est un changement de vie radical qui commence. Cérès et Cordoba se trouvent à 400 km l'une de l'autre. Donc autant vous dire que c'était un peu trop loin. Mais elle n'est pas seule dans la projection de cette nouvelle vie. Alina va également suivre les mêmes études. Les deux jeunes filles se trouvent une colocation et quittent Cérès toutes les deux. Et cela n'empêche pas les deux amies de revenir régulièrement dans leur ville d'origine pour le week-end. Le 15 février 2015, María se trouve à Cérès pour le week-end. Là, on est en pleine période du carnaval. La jeune femme en profite pour rendre visite à ses parents. Elle est arrivée le vendredi 13 février et Alina et elle comptent retourner à Cordoba le mardi 17 février. Le début de la journée se prépare normalement. Heureuse d'être en présence de sa famille, María prépare le repas. Elle va également cueillir des fleurs afin de décorer la maison. La jeune fille se sent gagnée par l'esprit du carnaval qui règne en ville. Elle a envie d'en profiter et de faire plaisir aux personnes qu'elle aime. Mais alors qu'elle prend un peu de temps pour elle, la jeune fille reçoit un message. Il s'agit de Rodrigo Gómez, son ex-petit ami. La jeune femme ne s'attendait pas à recevoir de ces nouvelles. Quelques échanges ont lieu entre les deux jeunes gens. Ils décident alors de se rencontrer. Rodrigo propose de se retrouver au niveau de la Syrie, non loin d'une zone comprenant plusieurs commerces. María est plutôt contente et elle s'empresse de se rendre à ce rendez-vous. Elle quitte la maison familiale sur son vélo vers 13 h, indiquant à sa mère qu'elle va retrouver un ami. La journée se poursuit et le temps passe. Les proches de María s'étonnent de ne pas la voir revenir. Ils se disent au départ que les plans de María ont évolué suite à la rencontre avec son ami. Dans la soirée, on tente de la contacter sur son portable, mais c'était sans succès. Ce qui était bizarre ici, c'est que ça ne lui ressemblait pas de ne pas répondre à un appel. Ce silence n'était pas normal. Vers 18 h, les parents de María se mobilisent pour la retrouver. Ils appellent Alina, sa meilleure amie, afin de savoir si María se trouve avec elle. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les parents s'empressent de signaler la disparition de María aux autorités. Ils mettent au courant un maximum de personnes de leur entourage afin de débuter des recherches. Une réunion est organisée dans le but de quadriller les secteurs les plus susceptibles de tomber sur María. Le cercle proche de María est interrogé, mais c'est sans succès. On n'aura aucune réponse. Là, le temps presse. Il ne faut pas perdre une seule seconde de plus et utiliser d'autres méthodes. Silvia prend les recherches très au sérieux. Elle réalise du porte-à-porte pour questionner les habitants. Quelqu'un a bien dû la voir en ville, c'était obligé. Les recherches s'achèvent à 4 h du matin sans aucune piste.
La journée qui suit est tout aussi lourde pour Sylvia, Javier et leurs enfants. Les espoirs de la famille de revoir Maria en vie sont détruits 2 jours après sa disparition. Le corps d'une jeune fille est retrouvé par une résidente. Il est à 200 mètres d'un croisement entre 2 routes, au niveau d'une scierie. Il est dissimulé derrière un tas de poteaux en bois et un vélo est posé sur lui. Il n'était pas possible de la découvrir avant de s'approcher. Les autorités ne mettent pas bien longtemps avant de mettre un nom sur la malheureuse. Cette terrible découverte va faire énormément de bruit en ville, et ce, jusqu'aux parents de Maria. Sylvia et Javier se voient attribuer la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Ils confirment qu'il s'agit bien de leur fille, Maria, âgée de 18 ans. Vous imaginez à quel point ça doit être douloureux pour les parents à ce moment précis. On te demande de vérifier si cette personne qui est morte juste là, c'est ton enfant. Ton enfant de 18 ans seulement, bordel, qui perd la vie. Et toi, tu le vois mort, sans signe de vie. Je n'ose même pas me mettre à la place des parents, tant la douleur doit être difficile. Étrangement, le portable de Maria n'a pas été retrouvé sur elle. Le corps de la jeune fille est conduit en institut médico-légal pour autopsie. La victime a connu un véritable calvaire avant de s'éteindre. Elle a de multiples plaies au niveau du cou, portées par 2 armes différentes. Elle a ensuite été pendue à l'aide d'une corde en fer. Cette corde en fer qui va lui briser toute la trachée. Maria s'est sentie mourir dans d'atroces souffrances. La personne responsable de sa mort l'a blessée au point que sa victime ne puisse plus lutter pour sauver sa vie. La personne qui l'a tuée ne lui a laissé aucune chance. Le choc est immense en ville, à la fois pour l'entourage de Maria et pour les habitants de Ceres. Une enquête de police est immédiatement ouverte pour meurtre. Les premières investigations interviennent sur la scène de crime et ses alentours. La scierie se trouve dans une zone où se situent plusieurs commerces. Si les lieux peuvent paraître déserts, à l'abri des regards, il y a tout de même une caméra de sécurité. Cette dernière couvre une partie de l'endroit concerné par le crime. Les enregistrements sont visionnés et montrent les derniers signes de vie de Maria. Une deuxième jeune fille se présente sur les lieux. Il semblerait que Maria et cette dernière se soient donné rendez-vous. Mais les choses vont vite déraper. Le meurtre n'est pas capturé par les caméras, mais une vision terrible apparaît aux yeux des enquêteurs. L'adolescente tire le corps de Maria, morte depuis peu. Elle souhaite dissimuler sa victime. Ici, il est capital de connaître l'identité de celle qui a croisé le chemin de Maria. La jeune fille de la vidéosurveillance est identifiée rapidement. Il s'agit de Karen Nanez, 16 ans. Karen est interpellée le 17 février à 22 h, le jour même de la découverte du corps. L'adolescente se trouve alors au beau milieu d'une fête d'anniversaire. L'intéressée se laisse appréhender sans résistance. Malgré le sérieux de la scène, Karen ne démontre aucun signe de détresse particulier. Elle est conduite au commissariat afin d'être interrogée. Karen reconnaît rapidement sa culpabilité dans le meurtre de Maria. Mais le plus effrayant ici, c'est qu'elle ne montre aucun remords. Le bruit de l'arrestation de la jeune fille ne met pas bien longtemps à se répandre à Ceres. La mort de Maria a profondément choqué l'opinion publique. Savoir que sa meurtrière n'est autre qu'une adolescente est d'autant plus cruel. Une manifestation s'organise assez rapidement devant le lieu de détention. Elle réunit entre 500 et 800 personnes. Plusieurs centaines de personnes réclament justice. La situation est si préoccupante que les autorités transfèrent Karen à Rafaela, une ville à 2 heures de route de Ceres. Rodrigo, l'ex de Maria, se présente de lui-même au commissariat pour témoigner. Le jeune homme assure n'avoir aucune raison de s'en prendre à Maria. Il arrivait que l'ancien couple se voit quand Maria était en ville. Quand les autorités expriment la volonté d'examiner son téléphone, Rodrigo assure l'avoir perdu le 14 février. C'est un peu curieux ça quand même. Perdre son téléphone à quelques jours d'un meurtre, ça paraît très louche. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Il a apparemment prévenu Maria par le biais des réseaux sociaux qu'il n'avait plus son portable. Cependant, il soupçonne Karen, son ex-copine, de lui avoir volé alors qu'il dormait. Ses propos à l'égard de Karen ne sont pas vraiment positifs. L'adolescente était obsédée par lui. Elle refusait de sortir de sa vie selon ses propres termes. Finalement, peut-être qu'il est innocent, le fourbe. Je me suis peut-être un peu précipité, mais voyons ce que l'enquête nous révèle. Comme je le disais, Karen était obsédée par lui. C'en était effrayant de voir à quel point elle voulait contrôler sa vie. Le jeune homme reste assez loin des médias. Son nom est même dissimulé dans la plupart des articles de presse retraçant les faits. Rodrigo s'empare des réseaux sociaux afin de parler de ce qu'il vit. Je ne serai jamais complice d'une telle chose.
Je vous demande s'il vous plaît de ne pas penser ou de me soupçonner de quoi que ce soit. Je sais que vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais par respect je vous le demande, faites-le au moins pour elle. Karen et Maria n'étaient pas inconnues l'une pour l'autre. Les deux femmes se connaissaient, mais elles n'étaient pas amies pour autant. Les deux jeunes filles ont eu un point en commun sans le vouloir. Elles sont sorties avec le même garçon. Le jeune homme en question, c'est Rodrigo Gomez. Maria et Rodrigo se rencontrent quand la jeune fille est âgée de 14 ans. C'est l'âge où les adolescents commencent à s'intéresser les uns aux autres. L'adolescente tombe immédiatement sous le charme de Rodrigo. Le coup de foudre est visiblement réciproque. Les deux jeunes gens se mettent en couple. Le seul bémol, la différence d'âge. Rodrigo a 5 ans de plus que Maria. Les parents de Maria vont apprendre la relation de leur fille avec Rodrigo. On ne sait pas si c'est elle qui les a mis au courant directement. Toujours est-il qu'ils accueillent assez mal la nouvelle. La différence d'âge est toujours un sujet sensible quand l'un des deux est mineur. Toutefois, ils ont peur que Maria poursuive sa relation en secret. Ils font alors le choix d'accueillir Rodrigo chez eux quand celui-ci souhaite voir leur fille. Ainsi, ils peuvent surveiller les deux jeunes gens. Maria et Rodrigo se fréquentent ainsi librement pendant 2 ans. Ils n'ont aucun problème particulier, une relation de ce qu'il y a de plus classique. Cependant, le jeune homme commence à s'ennuyer dans sa relation. Il finit par se mettre en couple avec une nouvelle jeune fille, Karen Nanez, alors âgée de 14 ans. Le hasard veut que cette dernière fréquente le même établissement que Maria, l'école générale San Martin 418. Si les jeunes filles se connaissent certainement de vue, elles ne sont pas amies pour autant. Avant de poursuivre, il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu ici? Rodrigo ne s'intéresse qu'à des collégiennes ou des lycéennes alors qu'il est beaucoup plus âgé qu'elles. Ici, je pense pas qu'on ait en tort de juger cet homme sur ses choix amoureux. Je sais pas, mais il aurait très bien pu trouver des femmes de son âge, au lieu de viser des jeunes filles naïves qui sont en pleine construction. Enfin bref, je ne sais pas vous, mais cette question de différence d'âge, surtout quand tu es avec un mineur, me dérangera toujours. Après, s'il avait 30 ans, qu'elle ait 25 ans, ou 25 ans et qu'elle ait 20 ans, c'est autre chose. Mais de là à viser une personne de 14 ans alors que tu as 20 ans, on n'est pas dans le même registre. Bref, j'attends vos avis concernant cette question dans les commentaires. Le couple illégitime ne fait pas beaucoup d'efforts pour se cacher. Rodrigo et Karen passent beaucoup de temps ensemble en ville. Cela finit par se savoir et remonter aux oreilles de Maria. La nouvelle est un choc pour la jeune fille. Rodrigo la trompe alors que jusque-là, elle n'avait aucune raison de se méfier. Si la tristesse l'envahit, elle ne souhaite pas mettre un terme à leur histoire. Elle était beaucoup trop amoureuse pour ça. Et c'était sans compter sur Sylvia et Javier. Les parents de l'adolescente découvrent à leur tour le secret de Rodrigo. Ils décident d'intervenir. Rodrigo n'est plus le bienvenu chez eux. Ils invitent leur fille à rompre et lui interdisent même de rentrer en contact avec le jeune homme. Maria sait que ses parents agissent pour son bien. L'adolescente n'est pas dupe. La situation ne lui convient pas. Elle est triste pendant toute la journée et enfin Maria va finir par rompre avec Rodrigo et décide de se concentrer sur ses études. Nous sommes en 2014 et elle doit bientôt passer son diplôme de fin de lycée. Malgré ça, Karen garde une forme de rancœur envers Maria. Maria est à la fois sa rivale et son modèle. Karen fait tout pour lui ressembler. Ses amis constatent qu'elle opère des changements radicaux. L'adolescente décide de se faire poser des extensions pour avoir les cheveux aussi longs que Maria. Elle change également de style vestimentaire et de manière de se maquiller. Karen surveille de près les réseaux sociaux de Maria. Elle est aux premières loges dès que sa rivale partage des photos. Dans la foulée, elle imite Maria de la tenue à la posture en passant par le montage. Karen ne fait pas que détester sa rivale dans le silence. Elle va aussi agir par les actes. Karen tente de renverser Maria alors qu'elle est sur son scooter. Un soir, alors que Maria est de sortie avec des amis pour un bowling, Karen l'attend. La jeune fille est agressée. Si les parents de Maria sont mis au courant, ils n'en mesurent pas la gravité. Karen est également agressive à l'égard de Maria sur les réseaux sociaux. Le jour du crime, Karen avait visiblement appris le retour de Maria en ville. Malgré le départ de sa rivale pour effectuer ses études, sa haine est toujours présente. Karen ne compte rien laisser passer. Elle avait une haine immense en elle qui la rongeait. Alors qu'elle se retrouve en présence de Rodrigo, elle intercepte le portable de ce dernier. Elle rentre en contact avec Maria, tout en cachant que c'est elle qui lui parle. L'adolescente organise le rendez-vous, se révélant mortelle pour sa rencontre. Maria ne se doute de rien.
Elles se rend au point de rendez-vous sans savoir à quoi s'attendre. À son arrivée, c'est Karen qui l'accueille. Karen, sans attendre une seule seconde, s'attaque directement à sa rivale. Maria reçoit une lame de ciseau au niveau du cou. La jeune fille est sous le choc face à la violence de l'agression. Malgré la violence de son acte, Karen n'en a pas fini avec Maria. Elle s'est munie d'un fil barbelé qu'elle s'empresse de placer autour de la gorge de sa victime. Maria n'est plus en mesure de se défendre. Son agresseur l'étrangle avec son lien, sans aucune pitié. Après la mort de Maria, Karen ne trouve rien de mieux à faire que de lui couper une mèche de cheveux. Elle lui vole aussi ses chaussures et on la soupçonne de s'être débarrassée du portable de Maria. Si le lieu du rendez-vous était choisi pour être discret, l'adolescente n'a pas vu qu'il était dans le champ de vision d'une caméra. Après son crime, la jeune fille reprend sa vie, comme si de rien n'était. Elle retrouve sa famille, prend de nombreuses photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux. C'est comme si tout ce qu'elle avait fait n'avait jamais eu lieu. Comment tu peux reprendre une vie normale après avoir tué quelqu'un, bordel? Ça paraît tellement irréaliste. L'adolescente participe également aux festivités du carnaval. Sylvia, la mère de Maria, tombe sur elle alors qu'elle recherche sa fille. Karen assure ne l'avoir pas vue, avec une froideur déconcertante pour la mère inquiète. Ses propos, en réalité des mensonges, démontrent un certain contrôle et un manque d'empathie. Les autorités peuvent ainsi prouver que la haine de Karen envers sa victime datait. Cependant, cela ne prouve pas la préméditation. Des recherches un peu plus poussées sont menées sur Karen. Comme tous les adolescents de son âge, elle aime partager sa vie sur les réseaux sociaux. Elle publie de temps en temps des photos, dont l'une qui intrigue les enquêteurs. Karen s'est prise en selfie quelques mois plus tôt. Elle était sur un terrain qu'on reconnaît tout près de la Syrie. La légende de la photo indique « Tu finiras ici ». Cette phrase sonne comme une intention et non une parole en l'air. Karen n'admet pas tout de suite les faits face aux enquêteurs. Il faut la mettre face à la vidéosurveillance l'ayant incriminée pour qu'elle reconnaisse son crime. L'adolescente fait l'objet d'une expertise psychiatrique. La conclusion du rapport permet de détecter des problèmes psychologiques chez l'accusé. Elle doit se faire suivre par des professionnels. Karen est incarcérée dans l'attente d'un procès. Le 23 décembre 2015, l'adolescente bénéficie d'une permission spéciale. Elle peut ainsi passer les fêtes de fin d'année en présence de sa famille. Le 2 janvier 2016, la jeune fille bénéficie d'une libération conditionnelle. Elle doit se présenter à des consultations avec un psychiatre toutes les semaines sous peine de retourner en prison. La famille de Maria est sous le choc en apprenant la nouvelle. La meurtrière de leur fille a été libérée après quelques mois seulement d'incarcération. Karen Nanez déménage à Rosario suite à sa libération, une ville à 400 km de Ceres. Elle vit avec sa mère et son oncle. La jeune femme n'est pas autorisée à quitter le pays. En 2016, la jeune fille s'inscrit à l'Institut Polytechnique San Martin dans la filière de l'optique. À Rosario, personne ne la connaît, ce qui lui permet de suivre un cursus scolaire normal. Mais son nom n'est pas tombé dans l'oubli. Une personne découvre son identité et partage l'information sur les réseaux sociaux. Karen doit abandonner son projet compte tenu de la situation qui s'enflamme. En 2017, Karen débute des études de médecine à l'Université nationale de Rosario. La jeune femme tente de mener à bien sa nouvelle vie. Karen a même changé de nom et de style vestimentaire à plusieurs reprises afin d'y parvenir. Elle a également fait l'expérience de la maternité, bien que le couple avec le père n'ait pas tenu. La séparation a occasionné des conflits avec les grands-parents de l'enfant. Malgré tous ses efforts, l'identité de Karen finit toujours par être percée à jour. Les réseaux sociaux s'en mêlent. L'intervention des internautes est très puissante. D'ailleurs, je vous pose la question ici qui peut sembler être bête, mais vous en pensez quoi, vous ? Qu'elle soit en liberté alors qu'elle vient d'assassiner une personne. Elle l'a tuée de sang-froid et sans remords et elle est là en train d'essayer de vivre sa vie. Quand on entend ça, je peux vous dire que ça fait bizarre, et surtout si on se met à la place de la famille de la victime. C'est complètement fou, une meurtrière en liberté. En 2019, Karen rejoint l'équipe de futsal du club de Rosario. La mobilisation est telle que le club expulse la jeune femme de l'équipe sitôt les révélations faites. Pour ce qui est des proches de Maria, la vie n'a pas été simple. La mort de la jeune fille a profondément bouleversé ses proches. Ses parents ont divorcé plusieurs années après les faits. Mais cela n'empêche pas Sylvia et Javier de maintenir des relations cordiales. Ils demeurent profondément liés l'un à l'autre, par le biais de leurs 3 enfants. Ils forment toujours une famille à leur manière. Les parents de Maria ressentent d'ailleurs toujours la présence de leur fille. Alina, la meilleure amie de Maria,
a également conservé les précieux souvenirs de la jeune fille. Elle considère que Maria est la moitié de sa propre vie. Les nombreuses expériences qu'elle a pu vivre dans sa vie, c'était avec Maria. La jeune fille se rend également compte de la mobilisation massive suite au crime. Le fait qu'avec sa mort, tant de personnes soient sorties pour demander justice, ça montre à quel point tout ça n'est pas normal. C'est ce qu'elle indiquera auprès des médias avec émotion. Ici, je vous ai pas parlé de la partie procès dans cette affaire. C'est parce que le système judiciaire argentin a ses spécificités. Un procureur avait requis 19 ans de réclusion à son encontre, quand un tribunal la condamna à 7 ans de prison. Une nouvelle procédure serait intervenue et la condamnation serait passée de 7 à 13 ans de prison en février 2021. Karen a eu la chance de bénéficier de clémence en raison de sa minorité au moment du crime. Elle est entrée dans le programme de libération assistée grâce à la direction provinciale de justice pénale juvénile. Ça lui a permis d'échapper à la prison, vivant en liberté sous le contrôle de plusieurs professionnels de réinsertion. La famille de Maria se bat toujours aujourd'hui pour que la meurtrière de leur fille effectue sa peine. Ils veulent que justice soit faite et qu'elle aille en prison. La famille de la victime n'arrive pas à s'en remettre et je pense qu'ici, on peut les comprendre. Ils veulent absolument que justice soit faite et ils feront tout en leur pouvoir pour l'avoir. Adrienne Reynolds est née le 12 septembre 1988 à El Dorado dans l'Arkansas. Elle réside à Kilgore, une petite ville d'environ 11 000 habitants au Texas. Elle est la fille de Caroline Franco et a été adoptée par Tony Reynolds. Tony Reynolds était à l'origine marié avec la grand-mère maternelle d'Adrienne, Beverly. Quoi ? Le père qui sortait avec la grand-mère et qui finit par adopter sa fille. What? Pas très clair cette histoire. Alors je sais pas si je me suis perdu, mais c'est un peu bizarre tout ça. Bref. Tony a décidé d'adopter la jeune fille à cette époque, car Caroline, la mère d'Adrienne, était très jeune lors de sa naissance. Elle aurait vécu quelque temps chez eux avant de retourner auprès de sa mère. Le mariage entre Tony et Beverly ne dure pas et Tony se remarie ensuite avec Joanne. Ici, je vous avoue que c'est l'une des premières fois où c'est un fucking bourbier dès le départ. On a du mal à cerner la relation entre le père, la mère et la grand-mère d'Adrienne. Mais je me devais de vous en parler et de nous mettre dans le contexte parce que c'était plutôt important. Et concernant les métiers des parents de la jeune fille, eh bien, il n'y a aucune info à ce sujet. Enfin bref, reprenons et on se concentre. Adrienne vit avec sa mère et son beau-père jusqu'au début de son adolescence. Caroline décrit sa fille comme timide et calme, mais s'ouvre facilement quand elle connaît la personne. La jeune fille est passionnée de chant et ça lui arrivait de chanter lors de certaines occasions, comme des réunions de famille par exemple. Elle avait un talent avec sa voix, tellement beau que ses professeurs ont affirmé qu'elle pouvait faire pleurer ceux qui l'écoutaient. Moi aussi je peux faire pleurer ceux qui m'écoutent, mais pas de la même manière. Plutôt dans la catégorie souffrance. Bref. Mais malgré toutes les belles choses qu'on peut dire sur elle, son comportement n'a pas toujours été irréprochable. À 12 ans, Adrienne a souffert d'un éclatement de l'appendice. Ouh, mais c'est horrible. J'imagine trop le truc dans ma tête. Non, faut pas que j'imagine en fait. Cette situation l'a malheureusement freinée dans ses études, et le retard accumulé n'a pas pu être rattrapé. Elle a eu par la suite de mauvaises fréquentations, avec qui elle adorait traîner tard, causant par la même occasion une grosse mésentente avec sa mère. Adrienne a commencé à fumer de l'herbe et a également été en centre de désintoxication avant d'aller vivre à East Moline. L'adolescente aurait également subi de la maltraitance de la part de son beau-père, ce qui a forgé son comportement, la rendant plus difficile. À cette période, elle se faisait du mal et s'infligeait elle-même des blessures au corps. C'est dire à quel point elle se sentait mal. Son attitude générale pousse sa mère à réfléchir sur la possibilité d'envoyer Adrienne vivre chez son père. En novembre 2004, elle emménage à East Moline, une ville de 20 000 habitants en l'Illinois. Là-bas, elle est chez Tony et sa belle-mère Joanne. Elle est à plus de 1300 km de son ancien domicile. Ils sont très heureux de l'accueillir chez elle. Et la jeune femme semble décider de mener à bien ses études, même si ce changement de vie n'est pas de tout repos. Adrienne souhaiterait entrer dans le corps des Marines des États-Unis et obtenir son diplôme qui lui permettrait d'accéder à ce domaine. Elle trouve alors un emploi à temps partiel dans un restaurant, afin de gagner des sous juste après les cours. Elle va entrer au Black Hawk College Center à l'automne 2005 dans l'espoir d'obtenir son GED. En gros, le GED, c'est un diplôme de fin d'études un peu comparable au bac en France. Il s'agit d'un lycée alternatif pour les adolescents ayant rencontré une scolarité difficile, à l'instar d'Adrienne. Par le biais de cette école, la jeune fille lie de nouvelles amitiés
et fait la connaissance notamment de Cory Gregory et de Sarah Kolb. Et pour info, le prénom Cory est masculin ici, chose que je ne savais pas. Donc c'est juste pour vous informer. Maintenant je vous propose d'en savoir un peu plus sur ces deux nouveaux amis. Sarah Kolb est née le 23 avril 1988 et elle réside avec sa mère et son beau-père à Milan, en Illinois. Cory Gregory, quant à lui, est né le 2 novembre 1987. Ils ont respectivement 16 et 17 ans au moment de notre histoire. Sarah est une adolescente brune qui arbore un style gothique et qui est populaire au sein de l'école. Elle est surnommée par des camarades The Queen of the Freaks, ce qu'on pourrait traduire par la reine des monstres. Pas très gentil dit comme ça. Il n'est pas évident de cerner la jeune fille, qui aurait prétendu avoir été abusée dans son enfance. Toutefois, elle est réputée pour ses mensonges, comme si elle souhaitait qu'on lui porte un peu plus d'attention. L'adolescente s'est également mutilée, ce qui a été un moteur de renvoi de son ancien lycée. Elle a été victime d'harcèlement et d'agression lors de sa scolarité. Sarah est bisexuelle et s'intéresse à la nouvelle arrivante. Cory et Sarah sont amis depuis qu'ils se sont rencontrés dans leur école. Ils ont d'ailleurs entretenu une relation amoureuse avant que l'adolescente y mette un terme. La relation n'engageait pas Sarah et Cory de la même manière, les sentiments du jeune garçon n'étant pas réciproques. Sarah a un petit copain, Sean McKittrick. Quant à lui, Cory est décrit comme timide et peu bavard par son entourage. Il est toujours amoureux de Sarah et lui est dévoué, au point d'être assimilé à un petit chien à sa botte et capable de tout faire pour elle. Les adolescents sont inséparables et se retrouvent dans leurs goûts musicaux. Ils se complètent parfaitement. Ils séchaient souvent les cours pour écouter de la musique et fumer de l'herbe. Ils sont tous les deux des jugalos. Et qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Je vais vous expliquer. C'est un terme utilisé afin de réunir les fans du groupe Insane Clown Posse. Le groupe va sortir un titre du nom de Jugla en 1992. Le terme jugalo sera utilisé que bien plus tard, vers la fin des années 1990, afin de décrire la communauté entourant le groupe. Ils ont leurs propres codes, caractéristiques et façons de s'habiller. Et les jugalos sont vus comme des clowns gothiques, utilisant du maquillage noir et blanc. Ils apprécient le rap hardcore, l'horrorcore, dont les membres de Insane Clown Posse ont adopté le style de musique. Les trois adolescents commencent à se côtoyer grâce à cette passion commune pour la culture jugalo, et à partir de là, une étrange dynamique se met en place. Si Sarah semble intéressée par Adrian, celle-ci souhaite plutôt expérimenter une nouvelle approche de sa sexualité sans renier son attirance pour les garçons. Sarah et Adrian passent beaucoup de temps à discuter au téléphone et aussi par SMS. Adrian entretient d'étroits rapports avec Sarah et Cory, n'hésitant pas à flirter avec ce dernier. En apprenant cette situation, Sarah est prise de jalousie. Elle voyait d'un mauvais œil cette amitié naissante entre Cory et Adrian. Sarah ne voulait partager avec personne, il en était hors de question. Ça la rendait folle et jalouse de voir ça. Et en réalité, Adrian souhaite bien plus qu'une relation amicale avec Cory, ce que Sarah découvrira par la suite. Elle qui aurait bien voulu sortir avec Adrian, elle ne souhaite pas que son ami lui soit pris par la nouvelle. Sarah se rend compte de l'attention que portent les garçons à Adrian, ce qu'elle n'accepte pas non plus. Elle a pendant un temps négligé Cory afin de se rapprocher de sa nouvelle amie, dans l'intention que le statut de leur relation évolue dans le sens romantique du terme. Adrian envoie un mot à Cory, lui exprimant l'envie de sortir avec lui. Celui-ci fera part de ce message à Sarah, et autant vous dire qu'elle était folle de rage. L'adolescente était totalement hors d'elle, en colère. Sa propre attirance pour Adrian se transforme progressivement en jalousie, et même en haine. Et tout ça effaçait les sentiments qu'elle avait pu ressentir à son égard. Cory était toujours attaché à elle et semble prendre son parti. En décembre 2004, une violente dispute a eu lieu entre les deux adolescentes après l'école. Les liens vont se rompre pendant quelques temps jusqu'à qu'Adrian veuille se réconcilier. Sarah n'était pas vraiment réceptive à la démarche de celle qu'elle voyait comme une potentielle petite amie, écrivant dans son journal son intention de tuer Adrian. Si cette note apparaît comme une blague de mauvais goût aux yeux d'autres personnes, la jeune fille envisage déjà les prémices d'un plan à venir. Elle aurait déjà exprimé son intention de commettre le meurtre, sans pour autant être prise au sérieux. Adrian était même au courant de cette envie de son ancien ami, l'ayant par ailleurs interrogé afin de savoir pour quelle raison Sarah souhaitait sa mort. Tony, le papa d'Adrian, déclara n'avoir rencontré qu'une fois Sarah et qu'elle ne lui a pas donné une bonne impression. Son look gothique et son attitude ne l'inspiraient pas vraiment, mais l'adolescente était populaire au lycée. Adrian pouvait rencontrer et se lier d'amitié avec d'autres élèves. Peu de temps avant les faits, Jo, la belle-mère d'Adrian, indiquera d'ailleurs que l'adolescente commençait à avoir peur de Sarah
Elle avait peur de certaines réactions qu'elle pouvait avoir envers elle. Déjà à ce stade, ça sentait vraiment pas bon. On a beaucoup de signes alarmants qui montrent que ça va vite tourner au drame. Enfin bon, découvrons la suite, mais ça s'annonce vraiment pas bon. Le 21 janvier 2005, Adriane, qui devait commencer son service à 17h ce jour-là, ne se présente pas au Checkers restaurant où elle travaille. Ses parents trouvaient la situation un peu louche. Joanne ne l'a pas vue rentrer à la maison après les cours, pour se changer. Tony et son épouse se seraient rendus sur le lieu de travail de la jeune fille sans la retrouver. Ils débutent alors des recherches de leur côté. Ils contactent toute personne susceptible d'avoir croisé leur fille. Mais ce sera sans succès. Le père d'Adriane reporte sa disparition à la police. Un vaste dispositif pour la retrouver est alors mis en place. Tony dira qu'il pensait que sa fille était restée avec des amis sans le prévenir. Il admettra avoir ressenti de la colère à ce propos, le fait qu'elle ne le prévienne pas. Mais le père de famille est tout de même inquiet. Adriane vivait sous son toit depuis seulement 2 mois et elle n'avait qu'une poignée d'amis. La police de l'État de l'Illinois ainsi qu'un groupe vont s'assurer de la sécurité en ville en apportant leur aide à la police de East Moline. Les recherches débutent afin de trouver les indices pouvant mener à la jeune fille. Au départ, les autorités suspectent une fugue, mais ce motif est rapidement écarté quand on découvre que la jeune fille n'a pas emporté d'affaires avec elle. L'adolescente n'est pas non plus allée chercher sa paye à son travail, ce qui était aussi bizarre. Généralement, quand c'est le jour de paye, tout le monde est à l'affût. Ouais, tout le monde. Alors là, tu peux être sûr que tout le monde est ponctuel. Donc là, encore une fois, c'était très bizarre. Des flyers sont placés dans toute la ville par la famille afin qu'elle puisse rapidement obtenir des informations au sujet d'Adriane. Un appel anonyme dirigera les enquêteurs sur la piste d'un Taco Bell, où l'adolescente aurait été aperçue avec 2 amis. La police fera rapidement le rapprochement entre Sarah Kolb et Corey Gregory. Sarah et Corey sont immédiatement entendus par les enquêteurs. Lors de l'interrogatoire de routine de la jeune fille, elle raconte que Corey et elle ont déposé Adriane au McDonald's de la ville. Une dispute a eu lieu, mais elles se sont réconciliées en quittant la voiture. La version de Corey ici est assez similaire. Les 2 adolescents assurent ne rien avoir avec la disparition de leur ami. Mais peu de temps plus tard, Corey admettra sa culpabilité pour la première fois face à son père. Celui-ci avait décidé de questionner son fils à son tour après qu'il ait été entendu par la police. Le père a enchaîné les questions sous une grosse pression et son fils Corey a fini par craquer. Il a fini par tout révéler à son père. Corey retournera à la police et révélera qu'Adriane était morte et que Sarah et lui étaient impliqués dans le crime. Il admettra qu'il savait qu'elle avait perdu la vie, car son visage ainsi que sa bouche ont changé de couleur, prenant une teinte bleutée. Afin de prouver ses dires, l'adolescent conduit les enquêteurs chez les grands-parents de Sarah, où des membres calcinés de la disparue sont retrouvés. Le chemin se poursuivra vers une bouche d'égout, sur un site historique où la tête et les bras d'Adriane seront retrouvés dans un sac poubelle. Les restes du corps d'Adriane seront retrouvés le 25 janvier 2005, soit 4 jours après avoir été portée disparue. Ce qui est horrible ici, mes amis, c'est qu'elle n'a pas juste été tuée. Elle a été démembrée de toutes parts. C'est dire à quel point ceux qui l'ont tuée étaient complètement barjots, des grands malades. Je vous jure, ça me choquera toujours les gens qui sont capables de démembrer un corps humain. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour arriver à une telle fin? C'est complètement absurde. Maintenant, ce que je vous propose, pour mieux comprendre, c'est de retracer ce jour tragique, de vous décrire exactement tout ce qui s'est passé. Restez bien attentifs. L'après-midi du 21 janvier 2005, Corey et Sarah décident d'inviter Adriane à manger au Taco Bell. Le petit ami de Sarah, qui est également ami avec Adriane, est également de la partie. Cette dernière, toujours dans l'idée de restaurer l'amitié avec Sarah, accepte sans hésiter, mais elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. Là, une nouvelle scène intervient entre Sarah et Adriane un peu plus tard dans l'après-midi. Sean, le petit ami de Sarah, décide de s'en aller, quand cette dernière commence à s'en prendre à Adriane verbalement et physiquement. Alors qu'ils sont en chemin vers le fast-food, Sarah commence à frapper Adriane sur la banquette arrière, et Corey, quant à lui, était au volant. Adriane se serait défendue avec vivacité contre les coups de Sarah. Alors que la voiture est désormais à l'arrêt, Adriane est violemment agressée à l'aide d'un bâton. Un bâton que Sarah avait emmené au préalable. Corey saute sur la banquette arrière afin de maintenir la jeune femme. Il la maintient très fortement pour que Sarah continue de s'en prendre à elle. L'adolescente qui ne parvient plus à se défendre est étranglée à mort, avec une ceinture sur la banquette arrière du véhicule. Ils étaient garés sur le parking du fast-food, là où elle a été invitée. Après le décès de la jeune fille, le duo meurtrier prend la route de la ferme des grands-parents de Sarah.
Il se trouve à Aledo, à une quarantaine de minutes de route de East Moline. Si l'idée était d'enterrer le corps dans un lieu isolé, les deux complices se trouvent contraints de trouver une nouvelle solution. En effet, tout ça s'est déroulé au mois de janvier, donc le sol était très dur à cause du froid. Il était impossible pour eux de creuser un trou. Sarah et Cory tentent ensuite de mettre le feu au cadavre d'Adrian avec de l'essence afin de la faire disparaître. Cette opération prendra 6 heures environ, mais ils ne vont pas y arriver. Le lendemain, les deux amis décident de faire appel à une tierce personne, un adolescent de 16 ans prénommé Nathan Godet, afin qu'il vienne prêter main forte. Le jeune homme a apparemment une obsession pour le sang et la cruauté envers les animaux. Le complice fait la route jusqu'à la ferme avec une scie pour s'occuper du cadavre. Sarah souhaitait que Cory aide Nathan à démembrer le cadavre, ce qu'il refusera. Le corps d'Adrian sera démembré en 7 morceaux et placé dans des sacs poubelles. Cette histoire est complètement dingue. À quel moment il te vient à l'esprit de découper un corps humain? Bordel, je sais même pas comment le complice a pu faire tout ça. Je n'ose même pas imaginer. C'est de la pure folie. Après avoir été découpé, le corps sera ensuite dispersé dans le bois, proche de la ferme, ainsi que le site historique Black Walk de Rock Island. Après ça, comme si de rien n'était, le trio se rendra au McDonald's pour déjeuner. Et ensuite, ils déposeront les derniers restes d'Adrian dans une bouche d'égout. Voici comment s'est déroulée cette macabre journée. Et comment Adrian est morte ce jour-là. Adrian est enterré le 5 février 2005 au cimetière Riverside de Moline. Et concernant Sarah et Cory, ils sont arrêtés le 1er février 2005 pour meurtre au premier degré et dissimulation d'homicide. Malgré les révélations de Cory ainsi que la découverte du corps de la victime, les deux principaux accusés plaident non coupables. Nathan Godet, quant à lui, est dénoncé à la police par sa grand-mère. Celle-ci avait découvert une scie ensanglantée dans sa cave. Après son arrestation, Nathan décrit aux enquêteurs de quelle manière il a procédé au démembrement de la victime. Il aurait débuté par la jambe gauche, la jambe droite, aurait procédé de la même manière pour les bras, avant de terminer par la tête, puis le torse divisé en 2 parties. L'adolescent plaide coupable après un arrangement avec les autorités. Il témoignera ainsi contre Sarah et Cory lors de leur procès. Le procès de Sarah Kolb est le premier à s'ouvrir le 31 octobre 2005 dans le comté de Rock Island. Il durera 2 semaines et les jurés seront incapables de se décider à l'unanimité sur la peine, après 15 heures de délibération. Un juré souhaitait l'acquittement, tandis que les 11 autres étaient en faveur de la condamnation. Attendez. À quel moment t'as un juré qui souhaitait les acquitter? Sérieusement, tu m'étonnes qu'il est seul contre 11. Alors je sais pas ce qu'il a consommé le jour du procès, mais il avait pas les idées claires. Bien sûr qu'il méritait une totale condamnation. Où va-t-on sinon? Enfin bref, le nouveau procès de Kolb débute le 6 février 2006 à Dixon. À l'issue de cette procédure, la jeune femme est condamnée à 53 ans de prison. 48 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation du crime. Sean participera au procès et témoignera contre Sarah. Il admettra notamment les choses suivantes. J'aurais voulu l'emmener avec moi. Si j'avais su quelque chose, ce qui allait arriver, je l'aurais sorti de la voiture avec moi. Il était la 4e personne participant à la sortie au Taco Bell. Mais voyant la situation dégénérer entre Adrian et Sarah, il avait préféré retourner au lycée, ne souhaitant pas participer à ce genre de choses. Sarah aurait forcé Adrian à regarder Cory et Sean avant que ce dernier s'en aille, lui ordonnant de ne plus s'approcher d'eux. D'anciens camarades de lycée indiqueront que Sarah avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de tuer Adrian et que cet acte ne lui faisait pas peur. Joanne, la belle-mère de la victime, va lire une lettre déchirante lors du procès, le 29 août 2006. Elle exprime les sentiments qu'elle a pu ressentir depuis la disparition d'Adrian. Et voici un extrait de la lettre. Adrian avait des rêves. Elle voulait devenir une American Idol. Elle aimait chanter. Adrian voulait devenir designer afin de réaliser des peintures détaillées sur les carrosseries de voitures. Nous planifions une fête pour sa remise de diplôme. Elle travaillait très dur afin d'obtenir son GED. Adrian rêvait de devenir Marines. Votre honneur, depuis le 21 janvier 2005. Je ne peux m'empêcher de penser à l'horreur qu'Adrian a traversée. Je pense à Adrian en train de pleurer dans la voiture. Je pense à Adrian en train de se faire étrangler. Je pense à Adrian dont le corps est en train de brûler. Je pense à sa tête et à ses bras dans ce trou. Votre honneur, quel genre de personne est capable de faire ça? Votre honneur, Sarah a demandé un procès équitable et elle l'a obtenu. Qu'en est-il de Sarah qui ne donne pas de procès équitable à Adrian? Elle a jugé et condamné Adrian à la peine de mort. Adrian voulait juste être son ami. Sarah ne peut pas être condamnée à la peine de mort.
parce que les lois la protègent. Je vous demande de lui donner le maximum, parce qu'elle a été assez mauvaise pour avoir entraîné quelqu'un à découper le corps d'Adrian. Je vous demande de lui donner le maximum. Joanne décrit ensuite en plusieurs points pour quelles raisons Sarah devrait obtenir la peine maximale, dont le fait qu'elle était l'instigatrice de ce terrible plan. Les mots de cette femme sont tout simplement déchirants. Et encore, c'était juste un extrait de la lettre. Autant vous dire que la totalité est tellement triste. Il s'agit là d'un cri du cœur pour une mère qui souhaite la justice pour sa fille. Caroline Franco, la mère biologique d'Adrian, dira qu'elle essaie de ne pas haïr les personnes responsables de la mort de sa fille. Je ne peux pas les haïr, mais je n'y peux rien. Ils m'ont pris mon bébé. Je n'arrive pas à comprendre comment un enfant peut faire ça à un autre enfant. Comment un humain peut faire ça? À l'annonce de sa sentence, Sarah n'exprime aucune réaction. Sarah Kolb va lire également une lettre face à la cour. Elle assure qu'elle n'avait aucun sentiment au moment où la mort d'Adrian est intervenue, mais qu'elle aurait pu trouver le moyen d'éviter que cela se produise. Des amis et des membres de sa famille ont témoigné pour elle, indiquant qu'ils ne la voyaient pas comme une tueuse de sang-froid. Elle était une personne attentive, apportant son soutien dans n'importe quelle situation. Toutefois, des témoignages apportés par des anciens camarades de lycée affirmeront que Sarah était en colère après avoir appris qu'Adrian avait proposé un rendez-vous à Corey. L'adolescente aurait également eu des relations sexuelles avec 2 hommes de Rock Island, ce qui n'était pas non plus du goût de Sarah. Si au départ les attentions des garçons envers Adrian débectaient Sarah, le fait d'apprendre que cela allait beaucoup plus loin l'a dégoûté. Corey Gregory plaidera coupable pour toutes les charges qui lui sont concernées, et ça évitera pour lui de passer par la case procès. Il sera à son tour condamné le 10 juillet 2006 à 45 ans de prison. 40 ans pour le meurtre et 5 ans pour la dissimulation d'homicide. Nathan Godet sera accusé de dissimulation pour avoir aidé au démembrement du corps d'Adrian. Le jeune homme plaide coupable et sera condamné à 5 ans de détention dans un centre juvénile. Il sera libéré le 11 novembre 2008 après avoir passé 4 ans derrière les barreaux. Et pour info, Nathan va décéder d'un accident de voiture. Il va mourir peu de temps après, le 16 avril 2012, dans l'état de l'Indiana. La famille d'Adrian indiquera qu'elle n'était pas satisfaite des sentences appliquées pour les 2 principaux accusés. Beaucoup auraient voulu une condamnation à vie. Sarah est aujourd'hui âgée de 35 ans et purge toujours sa peine. Dernièrement, elle se trouve au centre correctionnel Logan dans l'Illinois. Elle ne pourra pas sortir de prison avant 2058. Elle aura alors 70 ans. Sarah a fait appel de sa sentence en janvier 2003, mais sa demande a été rejetée. Corey, quant à lui, a indiqué en 2022 s'identifier comme une femme et s'appelait désormais Harley Quinn. Elle est également âgée de 35 ans et toujours emprisonnée. Harley tentera d'obtenir une réduction de peine, du fait qu'elle indiquera que son discernement était altéré en raison de son jeune âge. Cette excuse ne convaincra pas la justice américaine, et la peine ne changera pas. Elle était au départ détenue au centre correctionnel de Menard, et aurait également été transférée à celui de Stateville, ayant accueilli par le passé John Wayne Gacy et Richard Speck. Si Sarah n'exprime aucun réel remords au tribunal, et si la lettre lue après le verdict du 2e procès n'aura pas vraiment convaincu la famille de la victime, Harley, anciennement Corey, indiquera son souhait de revenir en arrière, même si cela ne ramènera pas Adrian. Du côté de la famille d'Adrian, Tony et Joanne Reynolds feront une donation. Ils vont faire un don à l'établissement scolaire de l'adolescente en 2019. La famille a levé des milliers de dollars de fonds pour aider des étudiants à régler leurs frais de scolarité. Ils permettent ainsi à de nombreux élèves de mener à bien leurs études. Et franchement, je trouve ça magnifique de leur part. Je trouve que c'est super beau de faire ça et c'est un très bel hommage pour Adrian. Ils ont pu, malgré l'horreur de leur vécu, faire le bien autour d'eux à leur manière, en mémoire d'Adrian. Ici, j'aimerais revenir sur la relation complexe qu'entretenaient les 3 adolescents avant les faits. Nous avons tout d'abord une jeune fille, Sarah, qui est très protectrice envers son meilleur ami Corey, au point de vouloir le garder pour lui alors qu'elle-même, elle avait son petit ami. Corey est amoureux de Sarah et fait tout pour la satisfaire. Chaque occasion est bonne pour lui prouver sa dévotion. Il se contente de rester dans son ombre en espérant que les sentiments qu'il éprouve deviennent réciproques. L'arrivée d'Adrian bouleverse le duo de façon drastique. Sarah est instantanément attirée par elle et les 2 adolescentes entretiennent leur relation au-delà du lycée. Adrian est une personne plutôt sociable, discute avec Corey en parallèle, mais souhaite également lier d'autres amitiés au sein de son nouvel environnement. Malheureusement, l'intérêt un peu plus romantique qu'elle portait envers Sarah n'était pas celui que celle-ci espérait. Adrian, comme pas mal d'adolescents avant elle, se questionne sur sa sexualité. Elle sait qu'elle est attirée par les garçons, mais elle souhaite également faire sa propre expérience.
Sarah est le noyau fort du groupe que formaient les adolescents. La jeune fille a un ascendant sur son entourage, décidant de faire ou défaire les amitiés comme bon lui semble. Elle est populaire et décrite comme une reine au sein de l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Sarah a un petit ami dont elle ne semble pas en mal d'amour, et Cory la suit dans tout ce qu'elle fait sans broncher. Elle a une vie normale, bien qu'elle ait rencontré des difficultés sur le plan scolaire et qu'elle consomme des drogues douces. Ici, on ne sait pas vraiment quels étaient les sentiments de Cory envers Adrian. Il semblait apprécier l'adolescente, mais nous ne sommes pas en capacité de décrire s'il éprouvait une quelconque attirance pour elle autre qu'amicale. Son amour pour Sarah l'a guidée dans les faits. Adrian était une jeune fille qui venait de débarquer dans une nouvelle ville. Elle souhaitait juste repartir à zéro. Elle avait le désir d'obtenir son diplôme et de rentrer dans les Marines par la suite. L'adolescente avait trouvé un travail de serveuse dans un restaurant, prouvant ainsi son désir d'aller de l'avant et de se montrer indépendante. Ses anciens démons doivent rester derrière elle, mais elle ne savait pas qu'en se liant à Sarah Kolb et à Cory Gregory, son destin allait prendre un funeste chemin. Ce que l'on comprend après les faits, c'est qu'Adrian n'avait non seulement pas le droit d'avoir sa propre vie, de plaire ou de sortir avec des garçons, encore moins avec Cory. Sarah souhaitait qu'une réelle relation amoureuse naisse entre les deux jeunes filles. Si Adrian ne voulait pas d'elle, elle n'avait pas le droit d'aller voir ailleurs, et elle devait donc disparaître. Ainsi se termine l'histoire d'Adrian Reynolds, celle d'une jeune fille qui souhaitait juste se faire des nouveaux amis dans sa nouvelle vie. Cette histoire, elle est juste dingue. Si tu te mets à la place des parents, jamais, au grand jamais, tu te dis que ta fille, un jour, sera retrouvée morte. Et encore moins démembrée, bordel. Mais malheureusement, c'est ce qui va se passer, et c'est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, comme je l'ai dit, c'est qu'elle n'est pas juste retrouvée morte. Elle est retrouvée démembrée, la tête d'un côté, les bras de l'autre, Enfin bref, c'est ça le pire. Déjà qu'on t'annonce cette terrible nouvelle, alors savoir tous ces détails, c'est encore pire. Des actes aussi barbares, ça ne devrait même pas exister. Et pourtant, Dieu sait à quel point il y en a dans cette terre. C'est là qu'on voit à quel point la jalousie mène à des actes terribles et irréversibles. Sous prétexte qu'Adrian ne souhaitait pas sortir avec Sarah et qu'elle était plutôt attirée par Cory, 4 familles ont été détruites suite au meurtre de l'adolescente. Et cette terrible affaire n'est pourtant pas un cas isolé. Et pour cause, quelques années plus tard, on a aussi l'histoire de Skylar Ness, qui a également été trahi par 2 amis proches, un cas assez similaire à l'histoire d'aujourd'hui. Comme quoi ce genre d'histoire, on n'est pas prêt d'en voir la fin. Enfin bon, j'attends vos avis en commentaire concernant l'histoire d'Adrian. J'ai hâte de vous lire et d'avoir votre point de vue. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi, il est temps pour moi de vous laisser maintenant. Prends bien soin de toi et tes proches, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogot. Vidéo terminée. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, les lendemains avaient un goût de miel.